À l'apogée de leur puissance, JP Morgan, John Rockefeller et Andrew Carnegie pèsent à eux trois l'équivalent de 1000 milliards de dollars actuels. Soit plus que les fortunes combinées des 40 personnes les plus riches du monde d'aujourd'hui. Et tandis que Carnegie, Rockefeller et Morgan continuent de s'enrichir, d'autres peinent à joindre les deux bouts. Le fossé qui sépare les riches des pauvres est plus large que jamais. Plus de 90% des Américains survivent avec moins de 100 $ par mois. Et l'ouvrier moyen gagne à peine $1 par jour. Bien en dessous du seuil de pauvreté. Dans tout le pays, les conditions de travail sont insoutenables. Chaque année, dans les fonderies, un ouvrier sur 11 meurt sur son lieu de travail. Alors que les élections présidentielles de 1896 approchent, les couches populaires sont aux abois. Un homme entreprend de canaliser cette colère pour se hisser jusqu'à la Maison-Blanche. William Jennings Bryan. Dans sa campagne, Bryan promet davantage d'égalité. Il promet d'être le porte-parole des plus pauvres et de demander des comptes aux élites. Jamais ceux que l'on surnomme les titans de l'industrie n'ont eu affaire à une menace aussi sérieuse. Bryan promet de démanteler leur entreprise et de tous les envoyer en prison. Voici William Jennings Bryan lors d'un récent meeting démocrate. C'est un prohibitionniste et un fervent presbytérien. D'après lui, la théorie de l'évolution de Darwin est un tissu de mensonges. C'est un ennemi de l'étalon or et un ennemi des grandes entreprises. Il est certain de remporter la primaire démocrate. Qu'en pensez-vous? Le Parti républicain a un bon candidat. Non. Nous devons acheter notre propre président. Prêts à tout pour préserver les empires auxquels ils ont dédié leur vie, les Titans vont mettre tout leur poids derrière la candidature de William McKinley, gouverneur de l'Ohio. Les Titans ont plus de pouvoir que n'importe quel groupe d'hommes dans toute l'histoire des États-Unis. Et ils comptent bien en faire usage. Je vous remercie. Voici le discours que McKinley prononcera lors du Congrès républicain. Faites en sorte qu'il ait à temps. Entendu. Rockefeller, Morgan et Carnegie font chacun don de plus de 200 000 $ à McKinley, l'équivalent de 20 millions actuels. C'est la campagne la plus chère de toute l'histoire américaine. Le budget de McKinley est 5 fois supérieur à celui de Bryan. Mais il ne se contente pas de financer sa campagne. Le groupe dispose d'une influence considérable qu'il n'hésite pas à utiliser, suggérant des gros titres aux journaux et orchestrant une campagne de communication visant à faire élire McKinley. Bryan contre-attaque. Il entreprend la première tournée électorale, parcourant le pays et s'adressant directement à la population. Cette méthode deviendra le modèle des campagnes électorales à venir. Bryan prononce plus de 500 discours devant d'immenses foules à travers tout le pays. Je vais mettre un anneau dans le groin de ces cochons! Bryan attaque publiquement les hommes les plus riches et les plus puissants du pays et jure d'inaugurer une nouvelle ère. Alors que sa campagne monte en puissance, les Titans optent pour une tactique d'intimidation. De nombreux employeurs et autres gros industriels disaient « Si Bryan remporte cette élection, les affaires iront tellement mal que nous serons obligés de mettre la clé sous la porte.
S'il est élu mardi, ce n'est même pas la peine de venir travailler le lendemain, vos emplois auront disparu. Devant un tel ultimatum, un ouvrier va y réfléchir à 2 fois avant de voter pour Bryan, même si telle était son intention au départ. Entre ses convictions et son compte en banque, lequel sera le plus fort? Le jour de l'élection, les positions sont claires. C'est Wall Street contre les classes populaires, les riches contre les pauvres. Une société qui évolue se pose la question de la distribution des richesses. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les débats politiques. D'un point de vue moral ou économique, doit-on laisser la richesse aux mains de quelques-uns ou bien la redistribuer dans la population? 90% des électeurs se rendent aux urnes, presque le double des statistiques les plus récentes. À la fin du 19e siècle, le vote était public. D'un côté, on votait républicain et de l'autre, démocrate. Votre patron ou un agent de votre patron pouvait très bien se trouver là et voir pour qui vous votiez. Il existait donc une forme d'intimidation de la part des républicains sur les travailleurs. Ils avaient le choix, bien sûr, mais disons qu'on les aidait à choisir. Alors que l'on procède au comptage des voix, le pays retient son souffle. Puis enfin, un président est élu. Rockefeller, Carnegie et Morgan l'ont échappé belle. Le contrôle du pays reste entre leurs mains. Avec McKinley au pouvoir, ils sont libres de mener leurs affaires comme ils l'ont toujours fait. Après l'élection de McKinley, tous les problèmes qui tracassaient les grands chefs d'entreprise ont disparu comme par magie. Mais s'ils ont réussi à s'acheter un président, ils ne pourront pas échapper à la politique indéfiniment. Leur toute-puissance sur l'industrie américaine attire l'attention d'un politicien en début de carrière. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt devient un héros lors de la guerre hispano-américaine. À son retour, le chef du Parti républicain à New York le prend sous son aile et, son statut de héros aidant, le propulse au rang de gouverneur de l'État de New York. Roosevelt fait tout de suite preuve d'une grande indépendance. Personne ne pouvait le manipuler. En tant que gouverneur de New York, Roosevelt fait voter des lois pour lutter contre les grandes entreprises. Sa principale cible, les trusts. Et les puissants hommes d'affaires qui les dirigent. Rockefeller et Morgan savent qu'ils ne peuvent pas acheter Roosevelt. Ils vont donc s'employer à l'affaiblir autant que possible. Une méthode pour empêcher Roosevelt de prendre trop d'importance en politique était de le faire devenir vice-président, car c'est un poste sans grande responsabilité. La nouvelle élection qui s'approche voit se rejouer le match de 1896. McKinley contre William Jennings Bryan. Usant de toute leur influence, les hommes les plus riches et les plus puissants du pays parviennent à convaincre McKinley de choisir Roosevelt comme vice-président. À cette époque, le poste de vice-président était un véritable placard. Ceux qui occupaient ce poste disparaissaient de la vie politique. Un vrai tour de magie. McKinley est réélu avec une avance confortable. Roosevelt devient vice-président. Au mois de septembre 1901, le président McKinley se rend à Buffalo pour prononcer un discours à la gloire de la prospérité américaine. Mais cette prospérité ne profite pas à tous. Les plus pauvres ne font que survivre, et la proximité de McKinley avec les grands industriels leur est intolérable. Léon Czolgosz est un ancien ouvrier récemment licencié. Son entreprise a été rachetée par J.P. Morgan lors de la création de US Steel. Démuni, Czolgosz trouve un soutien auprès du mouvement anarchiste en pleine ascension. Convaincu que le gouvernement aide les riches à exploiter les pauvres,
il est déterminé à frapper un grand coup. Huit jours après l'attentat, William McKinley succombe à ses blessures. Il est le 3e président américain à être assassiné en cours de mandat. Pour les puissants industriels, c'est le pire des scénarios. Un assassin vient de les priver de leur président. Un homme dont l'élection leur a coûté des millions de dollars. McKinley mort, leur pire ennemi accède maintenant au pouvoir. Teddy Roosevelt s'apprête à devenir le chef politique de cette immense nation. Roosevelt voulait faire reconnaître aux grands capitalistes qu'ils n'étaient que des capitalistes et que les représentants du gouvernement, eux, avaient été élus par le peuple. Personne n'avait élu J.P. Morgan ou John Rockefeller. Le peuple avait indirectement élu Theodore Roosevelt président des États-Unis et il comptait bien faire honneur à son mandat. Très vite, Roosevelt part à l'attaque des plus grands groupes industriels du pays. Sa première cible est un conglomérat du secteur des chemins de fer détenu par J.P. Morgan. Morgan demande à rencontrer le président. Il prend le premier train pour Washington et se rend à la Maison-Blanche. Il dit « Je ne comprends pas. S'il y a un problème, envoyez-nous un de vos représentants et on trouvera une solution. » Roosevelt réagira en disant « C'est ça le problème avec Morgan. Il me voit comme un simple patron concurrent. » Morgan, qui pensait pouvoir manipuler Roosevelt, se rend compte que Roosevelt ne peut pas être manipulé. Roosevelt refuse de plier devant Morgan. Pour la première fois, le gouvernement américain poursuit en justice un grand groupe industriel lors d'une affaire antitrust. Roosevelt remportera ce procès. Pour Morgan, c'est la fin du monopole et un revers de fortune sans précédent qui le hantera pendant plusieurs années. Ses puissants amis savent à quoi s'en tenir. Roosevelt sera réélu pour un second mandat et n'aura de cesse de poursuivre les trusts. Le pays vit une nouvelle transition. J.P. Morgan, John Rockefeller et Andrew Carnegie font désormais partie du passé, tels des titans vieillissants, réduits à défendre leur empire en déclin. Alors que les anciens monopoles tombent un à un, une cible résiste encore. Standard Oil, le groupe de John D. Rockefeller, est parvenu à éviter le démantèlement pendant de nombreuses années. Mais Rockefeller ne pourra pas rester caché indéfiniment.